L'Europe et vous, votre nouveau rendez-vous Sudinfo qui décrypte l'actualité du Parlement européen. Au programme de cet épisode, le futur de notre parc automobile. Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly. Vers un parc automobile plus vert à partir de 2035, les véhicules neufs, diesel et essence devraient être interdits, c'est le souhait de l'Europe. Alors pourquoi est-ce vital? Comment y arriver? Quelles conséquences pour la population? Quelles sont les actions à mettre en place pour assurer la transition? Quid du déploiement d'infrastructures pour les carburants alternatifs? Et les voitures électriques zooment sur le souhait d'avoir des batteries plus éthiques et plus durables. Pour en parler avec nous, Benoît Lutgen, député Les Engagés, membre du groupe parlementaire le PPE, donc le Parti populaire européen démocrate chrétien. Bonjour Benoît Lutgen. Bonjour. Alors, histoire de planter le décor, pouvez-vous nous faire un rapide petit résumé des décisions qui ont été prises au Parlement européen en octobre dernier? Donc la Commission et le Parlement européen ont décidé effectivement de rendre obligatoire la vente de voitures neuves électriques à partir de 2035. Ça, c'est la décision qui a été prise par le Parlement et par la Commission, puisque c'est une proposition de la Commission au départ. Oserais-je dire, a malheureusement pris cette décision, mais on y reviendra. Il s'agit donc de l'accord qui a été trouvé en octobre dernier, mais il y a un petit risque de blocage qui pourrait arriver, puisque cet accord est remis en question par l'Italie, la Bulgarie, la Pologne, mais aussi et surtout l'Allemagne. L'Allemagne, effectivement, qui a des doutes, et elle a raison d'avoir des doutes quant à cette décision, qui est dogmatique pour moi. Quand vous avez dit il y a quelques instants, voilà, les voitures seront plus vertes en 2035 grâce à l'électrique, c'est faux, c'est pas démontré. Pourquoi? Parce que on doit tenir compte, et malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui, de l'ensemble de la fabrication du véhicule, qui est très polluant dans le cadre des véhicules électriques, notamment dû aux batteries et des composants des batteries. Le lithium notamment, le cobalt, pour en prendre deux exemples, c'est un premier élément. Or, dans les textes, et c'est ça que j'ai contesté au niveau du Parlement européen, il a été refusé de considérer l'ensemble de la production de la fabrication du véhicule. On ne tient compte finalement que de ce qui sort du pot d'échappement. Ce qui sort du pot d'échappement, par définition, un véhicule électrique, il n'y a rien qui sort. Donc oui, c'est plus vert par rapport à ce qui sort, mais si on fait le bilan global, ça ne l'est pas. Donc quand on parle de développement durable, il y a l'enjeu environnemental, il y a l'enjeu économique et il y a l'enjeu social. Sur l'aspect purement environnemental, si on ne prend que celui-là, c'est une erreur d'aller vers le tout électrique en 2035, parce que aussi, par ailleurs, l'électricité, il faut voir comment elle est produite. Est-elle produite par des éoliennes, par du photovoltaïque ou par des centrales à charbon ou à gaz? C'est le cas notamment en Allemagne ou en Pologne. Et là, on verra que le bilan, il n'est pas positif, il est négatif. Donc, je le regrette sur le plan économique, c'est une catastrophe. C'est dramatique, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. Les études montrent entre 400 et 500 000 emplois qui vont être perdus en Europe. C'est finalement envoyer à la casse les travailleurs du secteur sans perspective de reconversion. Et enfin, et surtout sur le plan de la dépendance. On a une dépendance aujourd'hui, on l'a vu, et largement à l'égard de pays tiers qui ne sont quand même pas des modèles démocratiques, que ce soit vis-à-vis de la Russie par rapport au gaz, que ce soit vis-à-vis du Qatar, l'Arabie Saoudite ou d'autres pays par rapport au pétrole. Et par l'électrique, et les véhicules électriques en particulier, on crée une dépendance à l'égard de la Chine, qui n'est pas de mon modèle en tout cas. Je ne le pense pas que ce ne soit pas le modèle sur le plan démocratique non plus. Donc, c'est aussi une erreur stratégique de l'Europe, au-delà des conséquences sociales pour les personnes et les difficultés qu'elles vont avoir de pouvoir encore demain avoir des véhicules et d'accéder à des véhicules électriques. Les prix sont très importants. Les difficultés pour les ruraux en particulier qui ont de par définition une distance par rapport à leur travail qui est beaucoup plus longue, avec une autonomie aujourd'hui qui n'est pas suffisante pour certains d'entre eux. Mais par-delà, il y a tout l'aspect environnemental et tout l'aspect économique et emploi qui est catastrophique et stratégique pour l'Europe, d'indépendance qui sera moins importante demain, où finalement on se met un peu plus dans les mains des Chinois par cette décision. Si le blocage devait se confirmer dans les prochains jours, prochaines semaines, quelles seraient les alternatives ? Alors, on repartirait pour un tour, si le Conseil européen, donc vous avez cité quelques pays, vous avez raison, parfaitement raison, l'Italie, la Bulgarie et l'Allemagne qui pèsent beaucoup évidemment au niveau européen, du Conseil européen, s'il devait bloquer, on repartira pour un tour. Repartir pour un tour, ça veut dire qu'il y aura une discussion entre les trois pieds qui font la démocratie, de la démocratie en Europe, le Conseil européen, donc les États membres, les pays européens qui sont représentés par leur ministre ou par leur chef de gouvernement, la Commission européenne, d'Ursula von der Leyen aujourd'hui, et le Parlement européen. Donc ces trois institutions doivent décider à un moment donné du même texte et approuver le même texte. Si le Conseil européen n'approuve pas, par définition, on est reparti pour un tour de discussion entre les trois institutions. On verra donc si le blocage se confirme.
Parlons peut-être de la substance de ces décisions, outre le blocage, et de ses conséquences pour la population. Une personne qui possède une vieille voiture, comme une voiture de collection par exemple, au-delà du 1er janvier 2035, il pourra toujours la conduire, mais si j'ai bien compris, il ne pourra plus en acheter une nouvelle de voiture de collection. Exact. C'est un peu ça ? C'est tout à fait ça. Vous avez parfaitement raison. Donc, c'est les véhicules neufs dont on parle. Donc, tous les véhicules neufs, à partir de 2035, il ne pourrait plus y avoir de véhicules vendus en Europe qui ne soient pas des véhicules électriques. Mais par contre, si vous avez un véhicule soit de collection ou même un véhicule thermique classique, vous pourrez le garder. Par définition, un jour ou l'autre, vous devrez vous en séparer. Les voitures de collection, on va les mettre à part. Ça concerne une partie de la population qui pourra garder effectivement ce type de véhicule-là. Mais par contre, si vous voulez un nouveau véhicule, ce sera d'office un véhicule électrique. Et c'est ça, là, pour moi, l'erreur aussi. Pourquoi ? Parce que on n'a pas donné d'espace. Moi, j'avais proposé qu'on ne soit pas à 100% d'électrique, qu'on soit ne fût-ce qu'à 90%, par exemple. Laisser 10% pour la créativité, l'innovation, dans ce qu'on appelle les e-carburants ou par rapport à l'hydrogène ou d'autres types de possibilités de faire rouler nos véhicules pour que l'Europe soit leader en la matière, grâce à la recherche et grâce à l'innovation. Aujourd'hui, si on regarde ça sur le plan mondial, c'est la Chine qui est plutôt leader en matière de fabrication de batteries, qui a aussi d'ailleurs de façon très stratégique pris toute une série de mines de cobalt, de lithium, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et l'Europe est extrêmement dépendante. Donc voilà, pour monsieur et madame tout le monde, c'est se retrouver dans une situation où, avec beaucoup d'inconnus, notamment sur le prix de ces véhicules électriques, sur la capacité aussi de pouvoir recharger à proximité de chez soi son propre véhicule, et c'est s'enfermer finalement dans un dogme environnemental qui est contraire à l'environnement, puisque le bilan aujourd'hui, il est négatif par rapport à la réalité des véhicules électriques, a fortiori et surtout lorsque, évidemment, l'électricité est produite à base de centrales à charbon ou de centrales à gaz, pour donner 2 exemples. Par rapport aux alternatives aux 100% électriques que vous venez d'évoquer, vous êtes suivi ? Alors non, puisqu'on a perdu malheureusement au niveau européen. On proposait donc 90% au lieu de 100%, laisser cet espace pour l'innovation, pour la recherche, pour que l'Europe soit plus forte et soit leader, et aussi donner la possibilité à nos citoyens de continuer à avoir des véhicules qui, je rappelle, aujourd'hui ont quand même... La consommation moyenne des véhicules, elle a diminué de façon drastique en 10, 15 ou 20 ans. Il y a 20 ans, vous aviez un véhicule qui consommait 8, 9, 10 litres au 100. Aujourd'hui, on est plutôt à 5 ou 6 litres, voire même moins. Et donc, non, on n'a pas été suivi malheureusement parce qu'il y a une forme de vent dogmatique. Ça me fait penser au nucléaire. Je vais vous dire, vraiment, ça me fait penser au dossier du nucléaire en Belgique, où en 2003, on décide effectivement de sortir du nucléaire, et on ne dit pas comment on va y arriver. Et puis, on laisse passer les années, et puis on se retrouve dans une situation catastrophique aujourd'hui, où les Belges prennent plein pot, en pleine figure, le coût de l'énergie en Belgique, qui est explosif, de l'électricité en particulier. On n'a pas préparé quelque part cette sortie du nucléaire, on essaie de prolonger nos vieilles casseroles comme on peut. Et on a perdu une partie des compétences, une partie de l'intelligence nucléaire, et quelque part, on a créé davantage notre dépendance sur le plan énergétique, ce qui est pas bon sur le plan démocratique et par rapport à un pays qui doit consolider quelque part ces secteurs élémentaires. Les secteurs élémentaires, quels sont-ils ? L'alimentation. On doit être indépendant au niveau alimentaire. La défense, on est en train de construire la défense européenne, tant mieux. Certainement aussi l'énergie. Je ne prends que ces 3 secteurs. L'énergie, plus on va créer notre indépendance sur le plan énergétique, ça passe notamment par le nucléaire, ça permet effectivement de dépendre moins de pays tiers et d'avoir cette force européenne beaucoup plus grande, et ça rend confiance, je pense, aux Européens aussi, et d'avoir accès surtout à une énergie moins chère demain pour l'ensemble des Européens. Vous parlez des prix. On va peut-être aussi aborder cette thématique-là sur le côté au niveau des voitures électriques, thermiques et ce genre de choses. On l'a bien compris, l'objectif de l'Europe, c'est de faire en sorte que la conduite de véhicules soit beaucoup plus respectueuse du climat. Mais comment faire pour que cet objectif reste aussi abordable financièrement, pour moi, mais pour l'ensemble de la population ? C'est tout le débat. On ne peut pas prendre des décisions qui sont des décisions qui, à la fois, ne seraient plus rentrer les choses impossibles et inaccessibles pour une partie de la population en termes de coûts, de prix, non seulement à l'investissement pour des véhicules électriques, mais aussi à l'utilisation, le cas échéant. Et alors, en plus de ça, ici, comme je vous l'ai dit, lorsque l'électricité est fabriquée à partir de charbon, de gaz, le bilan environnemental, il est négatif. Et il est de toute façon négatif si on regarde ça par rapport à la catastrophe que ça représente sur le plan des mines de cobalt et de lithium. Donc, on marche sur la tête. Je ne peux pas dire autre chose, de se dire, OK, on va rendre les possibilités moins grandes d'accessibilité
ma voiture, ma liberté, ça sera de moins en moins le cas pour toute une partie de la population, qu'on va laisser quelque part sur le côté d'une part. Et en plus de ça, on commet une erreur environnementale, si on regarde ça au sens large de l'environnement, à la fois l'impact sur la nature, sur la biodiversité et au niveau climatique. Donc je peux rien vous dire d'autre que d'être désolé que cette décision a été prise, je l'ai contestée. J'espère que la raison va l'emporter dans les prochains mois et le plus rapidement possible pour qu'on puisse retrouver finalement le sens aussi de donner la possibilité à chacune et à chacun demain d'avoir cette mobilité. Vous savez, la mobilité, c'est aussi mon boulot. Pour monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, les difficultés, elles sont immenses. Pour les femmes seules, mais pas uniquement, avec enfants qui doivent aller travailler, qui ont déjà de grosses difficultés de par le coût de l'énergie aujourd'hui. Et on prend des décisions finalement qui vont encore aggraver cette situation. Aujourd'hui, une personne dans notre population, si je prends l'exemple dans ma région, qui a un salaire de base moyen et qui a des enfants, qui doit parcourir une distance assez grande pour pouvoir aller au travail. Et quand je dis assez grande, c'est pas des centaines de kilomètres, c'est 40, 50 kilomètres. Elle a moins à la fin de son mois qu'une personne qui ne va pas travailler. C'est ça la réalité. Et par des décisions comme celle-là, on va encore aggraver la situation. Je veux dire, c'est un signal abominable qu'on envoie, alors que des personnes ont déjà énormément de difficultés, qu'il y en a de plus en plus, une partie de la classe moyenne qui a des difficultés importantes qu'elle ne connaissait pas hier ou avant-hier, de par le coût de l'énergie, dans pleine crise de l'énergie, en difficulté d'approvisionnement qu'on a, on prend des décisions comme celle-là, de dire le tout électrique. C'est un très mauvais message et surtout, c'est envoyer au casse-pipe encore un peu plus de personnes avec toutes les difficultés sociales que ça pourra représenter. Et au niveau du signal et du message que l'on fait passer à la population, comment on fait pour ne pas la faire culpabiliser, en tout cas pour celles et ceux qui achètent encore aujourd'hui des véhicules diesel et essence? Vous avez parfaitement raison. Le message de dire, attention, vous êtes... si vous achetez un véhicule diesel ou vous achetez un véhicule essence, certains quasiment vous pointez du doigt. Le doigt accusateur, oui. Le doigt accusateur, mais faussement accusateur. Parce que votre véhicule électrique, à nouveau, si l'électricité que vous consommez pour votre véhicule électrique est produite à partir de charbon ou de gaz, le bilan environnemental, il est meilleur pour le thermique. Donc c'est ça qui est terrible là-dedans. C'est du dogme absolu. Et c'est se donner bonne conscience. En fait, le Parlement européen et la Commission européenne, elles se sont donné bonne conscience. Comme c'est parfois le cas d'ailleurs au niveau de l'écologie, on se donne bonne conscience parce que dans l'imaginaire, on se dit que le véhicule électrique, de toute façon, c'est mieux. C'est mieux pour le climat, c'est mieux pour l'environnement. On regarde même pas les chiffres, on ne veut même pas prendre en compte l'ensemble de la fabrication du véhicule et de ses batteries, parce que comme ça, on se dit, ok, on se donne bonne conscience, ça permet aussi de pointer du doigt les autres. C'est insupportable parce que voilà, c'est rendre l'accusation totalement fausse et se mettre des personnes dans des situations qui sont de toute façon impossibles, ni plus ni moins. Vous avez quelquefois abordé la question des batteries. Votre position sur les batteries circulaires? Alors, les batteries en tant que telles, aujourd'hui au niveau européen, heureusement il y a des projets qui commencent à se développer concrètement, mais on a un retard considérable au niveau européen par rapport à nos concurrents chinois essentiellement. Alors, c'est clair que si il y a un élément qu'on peut soutenir et qu'on devrait soutenir dans les politiques publiques, je pense que la Flandre l'a fait pour le moment, c'est effectivement pouvoir stocker l'énergie via les batteries et alimenter dans des circuits finalement les plus courts possibles entre votre panneau photovoltaïque, l'électricité que vous produisez chez vous, le stockage dans vos batteries pour pouvoir alimenter soit de votre maison en électricité, soit de votre véhicule le cas échéant. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il ne faut jamais l'oublier, ce n'est pas à la portée de tout le monde, à la fois pour des raisons financières pour beaucoup de personnes, ou pour des raisons structurelles d'infrastructure, quand vous êtes dans un appartement, quand vous êtes dans une zone qui est différente sur le plan de l'infrastructure. Donc cette possibilité-là d'avoir un élément le plus circulaire possible dans l'appréhension, je veux dire, de l'ensemble du cycle de production et de consommation de l'énergie, il n'est pas à la portée de tout le monde, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons tout simplement d'infrastructure. La prochaine action urgente à mettre en place, selon vous, c'est ? Alors la prochaine, c'est d'abord et avant toute chose, j'espère revoir cette décision et investir massivement dans la recherche et dans l'innovation pour que l'Europe soit leader dans ce secteur automobile, d'une part, de donner la possibilité à chacune et à chacun d'avoir accès effectivement et de trouver par l'innovation et la recherche d'autres types de carburants que le tout à l'électrique qui est pour moi, qui va représenter des difficultés importantes pour la population. Et surtout aussi, c'est de pouvoir investir massivement dans les transports publics, notamment le train, où on voit encore toutes les difficultés qui existent un peu partout en Europe, chez nous aussi.
dû au retard, dû au manque d'infrastructures, dû au manque de financement. Et là, je trouve, et aussi toutes les lignes intermédiaires qui existaient il y a 40, 50, 60, 80 ans ou 100 ans. Donc, ce qui est terrible, c'est que alors qu'on est à l'heure de l'innovation, de la connectivité absolue, il y a une déconnectivité concrète de certaines personnes qui n'ont pas la possibilité, que ce soit en Belgique et encore davantage peut-être dans des pays plus grands comme la France, de pouvoir accéder à toute une série d'endroits tout simplement sans prendre la voiture. Parce que c'est juste impossible. C'est déjà vrai aussi pour une partie de la population en Wallonie. Ou alors vous devez mettre 2 heures ou 2 heures et demie pour faire 100 km en transport public. C'est pas raisonnable. Donc ça ne peut s'accompagner, pour moi c'est peut-être ça le plus urgent, d'un plan massif d'investissement dans les transports publics, que ce soit le bus, que ce soit le train, ou que ce soit aussi d'autres types de transports aujourd'hui. Je pense à des navettes autonomes, etc., qui peuvent se développer chez nous. Benoît Lutgen, merci beaucoup. Merci à vous. Prochain numéro et prochain épisode d'Europe et vous, on vous parlera notamment du chargeur commun. Philippe Lamberts, député du groupe Parlement européen des Verts, sera notre invité. Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly.